Dommage, René Char. Hein. Ouais, c'est quoi la citation? Ne t'attarde pas. Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats. À l'ornière des résultats. Et puis il y avait aussi, celle que je trouve qui incarne vraiment le sens de la responsabilité, qui est tu ne peux pas te relire, mais tu peux signer. Qui dit vraiment ça en fait, c'est que tu voulais faire quelque chose, tu ne comprends rien à ton texte parce que finalement les conséquences sont totalement différentes de ce que tu voulais faire, mais tu peux quand même signer, tu l'assumes. C'est ça. C'était quand même toi. Mais par exemple, ne t'attarde pas à l'ornière des résultats, ça peut vouloir dire aussi, c'est aussi la figure de celui qui a les mains propres et qui ne se soucie pas des résultats. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aussi la position de celui qui dit advienne que pourra, j'ai ma conscience pour moi. À mon avis, ça veut plutôt dire dans l'esprit de René Char que être responsable, c'est justement arriver à assumer ses résultats mais sans s'y attarder et continuer au-delà en fait. Et donc c'est-à-dire très exactement ne pas confondre responsabilité et calcul pragmatique sur quelles vont être les conséquences. On ne peut jamais calculer. Est-ce que c'est pas une autre différence entre responsabilité et culpabilité, ça? Parce qu'après tout, on pourrait dire assumer les résultats, c'est aussi une façon de ne pas s'en sentir coupable. Se sentir responsable de quelque chose pour ne pas en être coupable. Pour ne pas être agi par la mauvaise conscience qui accompagne la mauvaise foi, par exemple. Ça peut des fois être effectivement une mauvaise interprétation, je dirais, de la chose, d'une manière de se dire voilà, j'assume, mais grosso modo, voilà, en assumant, je m'en lave les mains. Et tout le problème est en assumant, je me déculpabilise. Oui, ça peut être effectivement une manière de tromper, vous voyez, de tromper l'ennemi. Mais en l'occurrence, une vraie assumption. Une vraie assumption des résultats, une vraie assumption des conséquences, voilà, admet de se rendre compte de ce que sont les conséquences. Et les conséquences, justement, elles ne sont pas toujours ce qu'on aimerait être. Donc, il y a une manière, par exemple, ce que dit Gunther Anders, c'est voilà, quand on dit à quelqu'un, regarde ce que tu as fait, quelles sont les conséquences, Gunther Anders dit oui. En fait, le réflexe, c'est qu'on dit oui, je sais, c'est bon. J'assume, je sais. Mais en fait, c'est pour pas en entendre parler. C'est pour pas voir les choses en face. Et Weber le dit bien. Pour assumer, il faut d'abord être lucide, voir les choses en face. Et donc, ça implique de pas commencer à faire taire son interlocuteur en disant je sais. Non, parce que dire je sais, c'est dire tais-toi. Exactement. C'est je sais pour dire qu'en fait je ne veux pas savoir. Ouais. Dire je sais, c'est dire je ne veux pas savoir. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas parlé de ça en antenne. On aurait pu continuer à en parler pendant 1 heure. Ouais, facilement, ouais. Mais même plus que ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a parce que c'est un vrai. L'autre question, mais on n'avait pas le temps de parler, c'est la possibilité d'être l'origine de ses actes sans disposer d'un libre arbitre. En fait, c'est la théorie chez Bergson, l'idée de la spontanéité. On est l'origine de ces actes parce que ces actes, sous la forme de réflexes même, d'habitude, deviennent spontanés, ont une spontanéité qui s'est réifiée en nous. Donc nous sommes les héros de cette spontanéité, qui fait de nous les origines de nos actes, mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est librement. Mais ça revient un peu à ce que je disais à toute fin en concluant. Arendt le dit elle-même, on ne peut pas ne pas agir. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains au milieu d'autres êtres humains. Quoi qu'on fasse, rien qu'en respirant, finalement, on agit d'une manière ou d'une autre. Et le fait même d'exister, de respirer, a une conséquence sur les autres. Et donc, en fait, il y a un moment, il faut juste assumer son existence. C'est ce que je disais quand je disais qu'il fallait. On peut pas, sauf à abdiquer, à renoncer, à être soi-même, et donc voilà, à se fondre dans un autre, et à ne plus être libre, donc à ne plus être soi. Ce qui se passe quand voilà, on collabore avec l'ennemi, mais même le mal incarné. Sauf à faire ça, on est toujours soi, et on doit assumer au minimum ça, le fait qu'on est soi, qu'on existe au milieu du monde, et que ce faisant, du coup, notre existence a des conséquences sur la vie de tous les autres. T'as pas été frappé par le moment, parce qu'en ce moment, il y a un sondage sur les électeurs du non au traité constitutionnel européen. J'étais très frappé de voir que les électeurs du non au traité constitutionnel européen, qui sont très exactement responsables du maintien du traité de Nice, par exemple, qu'ils combattaient, continuent de dire qu'ils voteraient la même chose aujourd'hui. Oui, mais bien sûr. C'est très étonnant. On est dans un déni de responsabilité, là. On est dans un cas typique de... on est chevillé à ses convictions et on refuse de voir les conséquences réelles de ce que produisent l'action faite au nom de ces convictions-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se considérer comme responsable de quelque chose dans la mesure où on ne l'a pas souhaité. C'est exactement la même chose que quand vous vous réjouissez d'avoir obtenu un emploi, par exemple, et que pour autant vous refusez qu'on vous dise que vous êtes responsable du fait que les 10 autres candidats l'ont pas eu. Vous dites bah non, juste j'ai été le meilleur, j'ai eu l'emploi, mais en fait, objectivement, en réalité, c'est ça. S'il y a un vainqueur, il y a des perdants, et effectivement, vous n'êtes pas coupable du fait qu'il y a des perdants. Vous gagnez le médaille d'or aux Jeux Olympiques, vous n'êtes pas coupable du fait que les autres ont perdu. Les autres, ils ont été moins bons, et c'est eux, ils sont coupables de leur défaite. Pour autant, vous êtes quand même responsable du fait que ce soit pas eux les gagnants. C'est difficile. Eh oui, c'est difficile à assumer parce que ça gâche la fête quelque part. Alors, ça gâche la fête. Mais normalement, c'est quelque chose qui est censé aider à l'humilité en fait. Ouais. L'autre chose dont on aurait pu parler, puis on va finir là-dessus, mais c'est le sommeil du juste. Quand on dit d'un enfant qui dort du sommeil du juste, en général, c'est qu'il dort sur ses 2 oreilles, tranquille, etc. Mais c'est Camus, je crois, qui disait ça. Il dit
si vous avez le sommeil du juste, le juste ne dort pas. Le juste, c'est celui qui, endossant les douleurs qui ne sont pas les siennes, ne peut pas trouver le sommeil. Par définition, il souffre en permanence. Voilà, et ça revient exactement à ce que je disais au début de l'émission, que cette citation que je trouve fabuleuse d'Hannah Arendt, où elle dit, voilà, il n'y a pas de bonne conscience, ça n'existe pas la bonne conscience, si ce n'est en l'absence d'une mauvaise conscience. Et donc, on nous apprend à vivre en paix avec nous-mêmes, donc on nous apprend à ne pas avoir mauvaise conscience dans la plupart des situations de la vie quotidienne, parce que sinon ça serait invivable. Et donc, on construit socialement la capacité à avoir bonne conscience. Mais humainement, si on est conscient de tout ce qu'on dit là, avec un regard très froid, philosophique, objectif, du fait que quoi qu'on fasse, ça a des conséquences sur les autres qui sont pas toujours bonnes et pas toujours souhaitables, dans ces cas-là, c'est juste invivable. On est en permanence accablé par le... Est-ce qu'on dénonce en général l'égoïsme des gens qui refusent de donner 100 balles à l'UNICEF ou des choses comme ça, etc. Ce qu'on dénonce là est en réalité l'épiphénomène d'une construction, d'un dispositif général qui vise à donner bonne conscience aux gens, tout simplement. Voilà. Qui vise à rendre la vie vivable. Parce que si vous passez votre temps à... Donc l'égoïsme est une condition d'une vie vivable, d'une existence vivable. Très exactement, ouais. C'est intéressant parce que donc, ça veut dire que ce qu'on dénonce, quand on déplore la déploration de l'égoïsme en disant les gens s'en foutent, ils ne souffrent pas de quoi que ce soit, enfin ils ne souffrent de rien, ils sont d'un égoïsme vertigineux, etc. En vérité, cet égoïsme est organisé par la société elle-même qui en a besoin. Ça va même au-delà, c'est que plus on est nombreux dans une société, plus on vit ensemble, plus par exemple on vit dans les grandes villes, et plus effectivement, plus on est nombreux, plus qu'on fait du coup à des répercussions en chaîne et imprévisibles, et plus du coup on est acculé à l'égoïsme, parce que sinon c'est juste invivable. Si on tient compte de tous les gens qu'on a autour de nous, qu'on croise dans le métro, auprès desquels on vit, etc. Et si on tient compte de tout ça, on peut plus juste plus se lever le matin en fait. On est obligé de l'écorcher vif. On est obligé d'adopter ce que Zimmel appelle par toutes les expériences de la vie. Voilà, donc pour éviter ça, on est obligé d'adopter ce que Zimmel appelle l'attitude blasée. Voilà, l'attitude blasée, qui signifie pas que voilà, on est devenu quelqu'un qui s'en fiche de tout, qui est totalement cynique et voire même qui devient sadique et qui prend bonheur au plaisir des autres. Non, c'est que juste on construit une sorte d'indifférence et qui va du coup après dans certaines circonstances va être taxé d'égoïsme ou va être perçu comme une simple froideur de cœur. Mais c'est juste pas vrai. C'est parce qu'il y a des moments où précisément, dans un contexte particulier, l'armure tombe, la carapace s'ouvre et le cœur va s'exprimer. Mais ça ne peut avoir lieu que ponctuellement, parce que sinon on passe son temps à être accablé sous le poids de ce que l'on fait, de ce que l'on voit, de ce que l'on vit. C'était bien tout ça. Merci. De rien.